Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ST Microelectronics, une société franco-italienne, on pourrait même la qualifier de société européenne, que vous avez été très nombreux à me demander d'analyser, surtout depuis très longtemps. Je pense que depuis la création de ma chaîne, on me demande d'analyser ST Micro. Donc voilà, on y arrive après pas mal de vidéos sur des entreprises des semi-conducteurs que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, notamment Texas Instruments et Monolithic Power Systems qui seront complémentaire avec cette vidéo. Donc c'est une société qui est éligible au PEA, donc ça serait peut-être intéressant pour s'exposer aux semi-conducteurs via le PEA. Donc on va déterminer si c'est une entreprise de qualité ou pas, et surtout est-ce que ça vaut le coup de la mettre dans son PEA. Comme d'habitude, cette vidéo sera découpée en plusieurs étapes. Premièrement, nous verrons la société ST Micro, son business model, comment elle gagne de l'argent et quels sont ses produits. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de la société, qu'est-ce que disent les chiffres, puis son analyse fondamentale et enfin nous terminerons par l'évaluation du prix pour savoir à quel prix est-ce qu'il faudrait acheter l'entreprise pour être rentable, puis nous ferons une conclusion. Juste avant de continuer, je vous rappelle que cette vidéo est disponible à des fins éducatives et informatives uniquement. Investir comporte des risques de perte en capital et vous êtes tous entièrement responsables de vos décisions d'investissement. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Et maintenant, on va pouvoir commencer avec la société ST Micro. Donc c'est une société française, elle est cotée à la bourse de Paris avec le ticker STMPA. Elle a une capitalisation de 18,86 milliards d'euros, donc relativement petite. Elle est éligible au PEA, elle verse un dividende d'environ 1,37% et elle est dans le secteur technologique puisqu'elle fait des semi-conducteurs. L'histoire de la société commence en 1987 avec SGS Thomson qui naît de la fusion de l'italien SGS Microelectronica et du français Thomson Semiconductor. En 1994 a eu lieu l'introduction à la bourse de Paris et de New York, puis à Milan en 1998. En 1998, la société change également de nom pour s'appeler ST Microelectronics suite à la vente des parts de Thomson. En 2000, elle a fait l'acquisition de Waferscale, puis de la division microélectronique d'Alcatel et Synad en 2002, puis Genesis Microchip en 2007. En 2008, elle fait une joint venture qui s'appelle Numoxis avec Intel. En 2018, Jean-Marc Chéry succède à Carlo Bozzotti à la tête de la société. Et en 2023, elle annonce un partenariat avec Synopsys, une société donc EDA. J'ai analysé son compère sur la chaîne qui s'appelle Cadence Design. Si vous voulez aller voir, Synopsys et Cadence Design sont très similaires. Et donc, elle fait appel à Synopsys pour la conception des puces à l'aide de l'IA. Au niveau des ventes par activité de la société, on a 36% qui proviennent des analog products, 26% des microcontrôleurs, 24% power and discrete et 14% digital IC and radiofréquence. On va bien évidemment expliquer un petit peu tous ces termes juste après. Au niveau des ventes par région, on a 40% dans les Amériques, 30% Europe, Moyen-Orient, Afrique et 30% en Asie-Pacifique. Donc on voit qu'on a une répartition des ventes qui est plutôt correcte, plutôt bien répartie sur l'ensemble du monde. Où est-ce que se situe donc ST Micro dans l'écosystème global des semi-conducteurs? Ici, je vous ai sorti un schéma qui change un petit peu des schémas habituels qui nous a été fait directement par ASML. Lors de leur publication de résultats du 4e trimestre, ils ont sorti ce schéma que je trouve extrêmement sympa. Donc tout en haut, on voit les semi-equipment, donc grosso modo les WFE avec ASML, Applied Materials, Lam Research, KLA, Tokyo Electron que j'ai déjà analysé sur la chaîne. Ensuite, on a les semi-manufacturing avec TSMC le plus connu, puis ensuite on a tout ce qui va être Intel, Samsung, etc. Et on a également le sous-segment des puces analogiques où on retrouve Texas Instruments, Analog Device, ST Micro, Infineon. Ensuite, on a les semi-design, donc les puces qui conçoivent mais qui ne fabriquent pas les puces comme Apple, Nvidia, Broadcom, etc. Puis les entreprises qui vendent du hardware comme Apple, Cisco, Huawei, Samsung, etc. Et enfin, les entreprises qui vendent uniquement du software. Et là, on retrouve Microsoft, Google, Meta, Amazon, etc. Donc, on a vraiment un panel ici complet de tous les acteurs qui interagissent avec les semi-conducteurs représentés par leur capitalisation boursière ou peut-être par leurs revenus, je ne sais pas comment est calculée la taille des rectangles, mais en tout cas, c'est vachement intéressant. Au niveau du business model d'ST Micro, donc elle conçoit, développe et fabrique une large gamme de composants et semi-conducteurs logiques, analogiques ou mixtes. Donc premier segment, on retrouve les analogues, les MEMS et les sensors, donc les produits analogiques de ST Micro, des capteurs, des actionneurs MEMS ainsi que des solutions de détection optique. Ensuite, on a Power and Discrete, donc des produits discrets et transistors de puissance, MCU, donc ça va être les microcontrôleurs à usage général et automobile, microprocesseurs et produits de sécurité connectés, incluant les EEPR
ROM. Et ensuite, on a Digital and Radio Frequency, donc les produits automobiles ADAS, par exemple, donc les systèmes avancés d'aide à la conduite, d'infodivertissement, de RF, donc radiofréquence, et de communication. Donc tout ce qui va être puce pour antenne 5G, par exemple. Au niveau des produits, on a donc composants discrets et de puissance. Donc ça, ce sont des transistors de puissance, des diodes et redresseurs et des transistors bipolaires. Donc ça va plutôt être les produits qu'on retrouve chez MPWR, donc Monolithic Power System, par exemple. Ensuite, on a les microcontrôleurs et microprocesseurs, avec les microcontrôleurs notamment de la gamme STM32, qui est un peu le produit phare d'ST Micro, les microprocesseurs et les produits de sécurité connectés. Ensuite, on a les solutions analogiques, MEMS et capteurs, avec les circuits intégrés analogiques, les capteurs MEMS, donc accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, actionneur MEMS et solutions de détection optique. Donc là, dans les solutions analogiques, on va plutôt être sur ce que peut produire des sociétés comme Texas Instruments ou Analog Device. Ensuite, on a les solutions numériques et radiofréquences avec des circuits pour l'automobile ADAS, des puces pour l'audio, la vidéo et la connectivité dans les voitures, des puces pour la gestion des batteries et moteurs électriques, des circuits radiofréquences et de communication avec des transceivers, des émetteurs, des récepteurs, des circuits de filtrage et d'amplification. Et enfin, on a également un segment carte à puce et composants associés, donc les puces de cartes, par exemple carte bancaire, carte d'identité, carte SIM, etc. et des cartes à puce fabriquées et vendues par ST Micro, utilisées pour la sécurité, l'identification et le paiement. Au niveau des clients et des marchés finaux d'ST Micro, on a bien sûr l'automobile qui représente le plus gros avec 46%, avec des constructeurs automobiles OEM comme Toyota, Stellantis, BMW, des fournisseurs de premier rang comme Bosch, Continental ou encore des fabricants de véhicules utilitaires et fournisseurs de systèmes embarqués. Ensuite, côté industriel qui représente 20%, on a les fabricants d'équipements industriels, donc Siemens, ABB, Schneider, des dispositifs médicaux comme Philips, GE, Medtronic ou encore des entreprises énergétiques, des intégrateurs de systèmes industriels et des fournisseurs de solutions IoT. Côté électronique personnelle qui représente 21%, on a les fabricants de smartphones, ordinateurs et tablettes comme Apple, Samsung, HP, Dell, Apple qui est d'ailleurs un gros client de ST Micro, des objets connectés, des appareils électroménagers comme Whirlpool, LG, Bosch et des équipements audio et vidéo. Côté communication, le dernier marché avec 13%, on retrouve les fournisseurs d'équipements de télécommunications comme Nokia, Huawei, des matériels pour data center, des entreprises de télécom comme Orange, Verizon ou encore des entreprises du cloud comme Amazon, Google, Microsoft. Et les clients d'ST Micro sont variés et B2B, donc ce sont des entreprises souvent avec des partenariats et des relations long terme établies avec ST Micro. Au niveau du marché et des concurrents, ST Micro opère donc dans le marché global des semi-conducteurs et principalement dans le segment des semi-conducteurs analogiques. Les principaux acteurs sont Texas Instruments avec environ 19% de part de marché, Analog Device 11,5% de part de marché, Infineon environ 7,2% de part de marché et ST Micro avec 5,6% de part de marché. Donc ST Micro est un acteur plutôt petit sur le segment qui est dominé par Texas Instruments et Analog Device. Le marché des semi-conducteurs analogiques a un CAGR, donc un taux de croissance prévu entre 3,3 et 8,3% par an au cours des 5 prochaines années et on peut également noter 15% de part de marché sur les MCU, donc les microcontrôleurs, derrière Infineon avec 18%, Renesas avec 18% et NXP avec 18% en 2023. Au niveau du management, on retrouve Jean-Marc Chéry qui est président et CEO depuis 2018. À noter qu'il a rejoint la société en 87, donc vraiment depuis le début. Ensuite, on a Marco Cassic qui est président de plusieurs divisions depuis 2022. Lui aussi a rejoint en 1987. Rémi Elwazan qui est également président de plusieurs divisions depuis 2021, en sachant que lui avait bossé chez Intel auparavant. Et on a Lorenzo Grandi qui est président et CFO, donc Chief Financial Officer depuis 2018 et lui a rejoint la société en 2005. Au niveau de l'actionnariat, on n'a pas de ligne particulièrement intéressante, on a majoritairement des fonds d'investissement européens. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'analyse quantitative de la société. Et pour ça, on se retrouve comme d'habitude sur l'application IQ Invest. Ici, on est sur ST Micro. On peut voir donc l'évolution du cours de bourse de l'entreprise avec un CAGR de moins 3,5% sur 5 ans et une linéarité mauvaise de 0,39. Si on compare au S&P 500 rapidement, on voit que l'entreprise sous-performe largement le S&P 500 et si on rajoute un petit peu quelques concurrents, on va rajouter par exemple TXN, donc Texas Instruments ici, et on va également pouvoir rajouter par exemple NXP, je pense que ça peut être intéressant, NXP semi-conducteur. On peut voir ici que ST Micro sous-performe largement absolument tous ses concurrents.
puisque Texas Instruments et NXP arrivent devant. À noter par contre que Texas Instruments et NXP sous-performent également le S&P 500, donc c'est intéressant à prendre en compte malgré effectivement le fait qu'en ce moment on soit dans une période assez compliquée pour les semi-conducteurs. En tout cas, les années 2023-2024 ont été des années un petit peu creuses dans l'écosystème des semi-conducteurs et ça a impacté toutes les entreprises et pas que ces trois-là, mais également ASML, Applied Materials, bref, vous les connaissez maintenant. Au niveau de la note quantitative, donc si on regarde un peu les 20 critères, on a une note de 9,5 sur 20. On a des retours sur capitaux qui sont assez moyens avec 14,89% de ROIC sur 10 ans. On a des marges qui sont assez moyennes également avec une marge brute de 40%, une marge opérationnelle de 16% et une marge nette de 17%, le tout avec des capex extrêmement élevés avec 98% de ratio capex sur operating cash flow. On a eu une décroissance du chiffre d'affaires sur la dernière année, 14% sur 5 ans, 9,8% sur 10 ans et une prédictibilité assez mauvaise de 89%. Au niveau des free cash flow, on a eu une énorme baisse sur un an avec moins 94%, 26% sur 5 ans et sur 10 ans, on n'a pas de croissance. Au niveau du dividende, c'est très mauvais également avec 22% sur un an, 1,8% sur 5 ans et carrément négatif sur 10 ans avec seulement 2 années d'augmentation consécutive. Des dettes par contre qui sont relativement faibles et un payout ratio relativement faible également. Si on passe dans l'onglet quantitatif, ici on va se mettre sur une période de 20 ans, on peut voir déjà que les revenus sont extrêmement cycliques avec une grande période de baisse entre 2011 et 2015 et si on regarde donc les bénéfices par action, c'est pareil, beaucoup d'années dans le négatif, on est vraiment en dents de scie ici, on n'a pas du tout de linéarité sur la croissance des EPS et sur les free cash flow par action, c'est pareil avec beaucoup d'années dans le négatif. Si on regarde un petit peu l'évolution des marges, on va enlever les capex et le payout ratio, on voit qu'on a des marges globalement qui sont en augmentation depuis 2014 mais qui étaient en baisse. Si on regarde plus précisément la marge opérationnelle, elle était en baisse jusqu'en ici 2012 où elle était carrément négative. C'est normal hein, si on regarde 2012 ici au niveau des bénéfices par action, on était carrément en négatif. Donc c'est normal que la marge opérationnelle soit négative. Mais depuis 2012, on a quand même une amélioration de la marge opérationnelle qui est repassée à des niveaux plus intéressants avec 26%. Donc globalement, on a un peu deux phases. On a 2003-2014 où on avait une baisse des marges et maintenant 2014 jusqu'à maintenant où on a une augmentation des marges. Donc visiblement, on a quand même une inversion, on a quand même un management qui tente de redresser la barre. Au niveau des retours sur capitaux, on retrouve exactement la même tendance. Ici, on va masquer tout ça, on va juste laisser le ROIC. Au niveau du ROIC, pareil, on a eu une forte baisse jusqu'en 2012, 2013, 2014 et depuis 2014, petit à petit, on remonte tranquillement la pente. Donc potentiellement, on a aujourd'hui un management qui fait des efforts et qui arrive à redresser la barre sur les retours sur capitaux et sur les marges. Et on va voir pourquoi les marges auparavant de ST Micro étaient assez mauvaises, mais en fait, ils ont fait des décisions d'investissement qui étaient assez mauvaises. Au niveau des actions en circulation, on n'a pas de rachat d'actions particulier. Au niveau du dividende, c'est n'importe quoi, c'est en dents de scie, il n'y a aucune régularité. Et au niveau des dettes, on est assez correct, malgré, on voit des gros pics, hein, notamment en 2009 et en 2013. Aujourd'hui, on est à des niveaux qui sont tout à fait corrects. Donc, potentiellement, on voit que l'entreprise, depuis 2014, est beaucoup mieux gérée. Et si on regarde un peu les principaux ratios ici, on voit qu'on a beaucoup de orange, hein, donc on a beaucoup de choses qui sont moyennes, avec une marge de free cash flow par contre qui est quasiment inexistante, et des EPS et des free cash flow ici qui sont vraiment globalement dans le rouge. Maintenant qu'on a vu les chiffres, on va pouvoir passer à l'analyse fondamentale et on va commencer tout de suite par les forces de la société. Premier point, on a un portefeuille de produits diversifié qui couvre plusieurs pans économiques et industriels, ce qui offre un panel de clients également varié et une forte implantation dans l'automobile spécifiquement. On a un solide portefeuille de propriété intellectuelle également dans des domaines notamment donc l'électronique de puissance, les microcontrôleurs et les capteurs et la sécurité. ST Micro est également en tête sur le marché des composants SiC, donc carbure de silicium pour l'automobile, en particulier ceux utilisés pour Tesla dans les véhicules électriques. On a des fortes barrières à l'entrée sur les puces analogiques où les talents sont rares et les exigences en matière de défaillance sont élevées puisqu'on tolère à peu près une défaillance sur 1 million. Le choix pour un client ne se fait donc pas forcément sur le prix qui est plutôt faible pour ce genre de puce, mais sur la fiabilité qui est clé et qui pourrait coûter très cher en cas de défaillance. On a donc un bon pricing power. Au niveau des faiblesses, on a un historique de mauvais investissements, donc notamment avec une concentration dans les années 2000 sur les puces numériques et les puces discrètes, ce qui a entraîné directement une baisse des marges et de la profitabilité par rapport à ses concurrents américains par exemple qui ont su très tôt se spécialiser dans l'analogique, comme ça a été le cas de Texas Instruments qui a largué tous ses segments moins rentables au cours des années 90-2000 et qui s'est concentré sur le
segment analogique. STMicro a mis beaucoup plus de temps à le faire, ce qui s'est traduit donc par des marges en baisse et des retours sur capitaux en baisse, comme on l'a vu au cours de la décennie des années 2000. Ensuite, l'avantage compétitif de STMicro est plus faible que celui de ses concurrents car elle offre des produits moins compétitifs et à plus faible marge. STMicro dépend beaucoup d'Apple et des iPhones pour les commandes de certains composants clés et un changement de fournisseur pour Apple serait catastrophique pour STM. STM n'est leader sur aucun segment et est globalement en retard face à ses concurrents américains et même européens comme NXP ou Infineon, malgré quand même une certaine démarcation sur les microcontrôleurs avec son STM32. Le marché des semi-conducteurs est cyclique par nature, ce qui entraîne des baisses de rentabilité pour tous les acteurs lors des phases baissières. On l'a vu en 2003-2024. Si vous aviez des entreprises semi-conducteurs comme ASML, Amat et j'en passe, vous avez vu donc une certaine baisse dans les résultats, dans la croissance, mais également dans les cours de bourse. Et enfin, STM a un ratio CAPEX sur OCF monstrueux, parmi les plus élevés de ses pairs, et elle a des marges qui sont relativement faibles et également plus faibles que ses pairs. Au niveau des opportunités, les entreprises comme STMicro qui vendent beaucoup de composants à l'industrie automobile devraient voir leurs bénéfices augmenter grâce à l'électrification. La guerre commerciale sino-américaine pourrait également pousser les entreprises chinoises à se tourner vers une alternative européenne plus neutre que les entreprises américaines. La croissance de l'automatisation industrielle et de l'Internet des objets, donc le fameux IoT, crée des opportunités pour les microcontrôleurs, les capteurs et les solutions de connectivité de STMicro. Le déploiement des réseaux 5G également stimule la demande pour les produits d'STMicro qui sont destinés à l'infrastructure de télécommunications comme les antennes 5G et divers gouvernements, notamment le gouvernement américain mais aussi les gouvernements européens, offrent des incitations pour encourager le développement et la production de semi-conducteurs, ce qui pourrait profiter à STMicro. Ensuite, au niveau des menaces, l'industrie des semi-conducteurs est très concurrentielle avec de nombreux acteurs qui se disputent des parts de marché, surtout sur le segment analogique, avec Texas Instruments, Analog Devices, Infineon, NXP, on les a déjà cités. La crise industrielle européenne touche aussi STMicro et ses clients. L'Allemagne est économiquement faible, elle est en récession et les clients historiques d'STM le sont aussi, donc les grosses entreprises automobiles allemandes sont en difficulté. La Chine développe de plus en plus son industrie des semi-conducteurs, ce qui peut directement diminuer la compétitivité d'STM puisque la Chine peut proposer des composants moins chers. Des risques géopolitiques avec des perturbations des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale puisque le secteur des semi-conducteurs est complexe, il y a une supply chain qui est mondialisée et qui est très complexe à gérer. Ensuite, au niveau de l'avantage compétitif, on a un narrow moat stable, donc une petite douve stable, un petit avantage compétitif qui est délivré par Morningstar et qui provient de 2 points. Principalement les actifs intangibles avec les technologies et les brevets d'STMicro qui lui assurent une gamme de produits diversifiés et compétitifs sur certains segments et notamment les microcontrôleurs avec ces microcontrôleurs STM32. Et ensuite, on a des coûts de changement élevés puisque une fois que les puces sont conçues et intégrées dans les produits finaux, il devient très peu rentable pour un client de changer de fournisseur puisqu'il y a des risques de défaillance accrus, ce qui renforce la fidélité des clients puisque forcément les puces analogiques ne coûtent pas très cher pour les clients finaux, donc ils préfèrent rester avec des partenaires long terme en qui ils ont confiance et avec lesquels ils ont l'habitude de travailler avec peu de risques de défaillance que potentiellement switcher pour un concurrent qui serait moins cher, qui ferait économiser quelques centimes par puce, mais qui engendrerait potentiellement des risques de défaillance au niveau de la chaîne de fabrication des produits qui sont complexes, par exemple si c'est dans le secteur automobile. Au niveau de la checklist fondamentale, si on commence par les revenus, déjà on n'a pas de revenus récurrents puisque les revenus d'STM sont cycliques et sont liés aux variations du marché des semi-conducteurs. Les produits ne résistent pas aux risques de disruption selon moi qui sont élevés dans les semi-conducteurs. L'entreprise par contre évolue dans un marché en croissance qui bénéficie de tendances séculaires et l'entreprise a des revenus diversifiés que ce soit en termes de gamme de produits, de marchés finaux mais également de géographie. On a vraiment des revenus qui sont bien répartis dans le monde entier donc ça c'est un point positif. Au niveau du management, l'entreprise pour moi n'a pas forcément une bonne allocation du capital, on est neutre ici. Malgré un historique de mauvais investissements, on voit que le ROIC est correct et surtout qu'il se redresse depuis 2014. Le ROIC et les marges progressent donc c'est un bon point. Et du coup, est-ce que les marges de l'entreprise augmentent? Pour moi j'ai mis neutre, elles augmentent mais seulement depuis 2014 et avant ça elles étaient en décroissance donc il faut voir si l'entreprise arrive à améliorer ses marges de manière durable. Ensuite il n'y a pas de skin in the game puisque l'équipe de management ne possède pas de lien particulier avec l'entreprise et il n'y a pas non plus de rachat d'actions régulier. Et enfin pour terminer avec l'avantage compétitif, l'entreprise n'a pas une grande douve, on est neutre ici puisque Morningstar lui attribue une note de narrow moat stable donc de petite douve, petit avantage compétitif et l'entreprise n'est pas leader sur son marché
puisque STM est derrière ses concurrents sur la majorité des secteurs, que ce soit sur les puces analogiques ou les MCU, donc les microcontrôleurs. Ce qui nous amène donc à une note mauvaise de 7 sur 20 au niveau de la note fondamentale. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étude de la valorisation. Est-ce que ST Micro est sur ou sous-évalué aujourd'hui? Et pour ça, on est de retour dans l'application IQ Invest dans l'onglet évaluation. Ici, si on regarde donc l'évaluation du prix, on est là en mode bénéfices par action qui sont légèrement plus réguliers que les free cash flow par action, donc c'est plus simple à calculer. J'ai mis 8% de croissance des EPS, donc des bénéfices par action, sur les 5 prochaines années. Donc vous voyez l'évolution des EPS avec cette hypothèse ici et un multiple final de 16. Aujourd'hui, l'entreprise s'échange à un PE de 8, donc un multiple de 16, ça voudrait dire un x2 au niveau du multiple de valorisation, mais en même temps, sur les 10 dernières années, on avait un PE de 23 et on voit que le PE était vraiment beaucoup plus élevé que ça, notamment en 2020 où il a même dépassé les 30 et que depuis, il s'est continuellement cassé la figure jusqu'en 2022 et il n'a jamais retrouvé ses plus hauts. Donc on voit que le PE historiquement était quand même beaucoup plus élevé que 8, donc personnellement, je préfère mettre 16, ça me paraît tout à fait raisonnable, ça reste un PE relativement peu cher, mais en même temps plus élevé qu'aujourd'hui. Et 8 me paraît également très conservateur, et avec tout ça, en prenant en compte le dividende, donc là vous voyez, on ajoute le dividende au rendement, donc le dividende actuel qui est de 1,49%, on arrive à 23% de rendement par an, et un prix juste de 34,94 € avec une marge de sécurité de 38,33%. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que l'entreprise est sous-évaluée aujourd'hui et achetée à ces niveaux de valorisation, elle offrirait un rendement de 23% par an. Donc potentiellement, c'est une entreprise qui est décotée, qui s'est fortement cassé la figure au niveau du prix, notamment depuis 2024. Elle a fortement corrigé, elle est vraiment passée aujourd'hui à des niveaux relativement faibles. 8 de PE, c'est des niveaux normalement de valorisation d'entreprises du pétrole, d'entreprises pétrolières comme Total, Exxon, etc. Donc là, on est vraiment, je pense, en bas de valorisation et l'entreprise aujourd'hui ne peut que remonter. Après, est-ce que c'est un bon investissement ou pas? On va voir dans la conclusion, mais en tout cas aujourd'hui, je pense qu'au niveau de la valorisation, il n'y a pas de risque à prendre. On a vraiment une belle marge de sécurité. Et donc maintenant, pour conclure, donc au niveau des notes, on a une note quantitative de 9,5 sur 20, donc c'est moyen. On a une note fondamentale mauvaise de 7 sur 20 et on a une entreprise qui est sous-évaluée avec une belle marge de sécurité de 39,5%. Et donc si on conclut, ST Micro sur le papier est une entreprise moyenne qui sous-performe à la fois le S&P 500 et ses concurrents à long terme. Elle possède un aromode, donc un petit avantage compétitif avec un historique de mauvais investissements qui ont impacté ses marges et sa profitabilité. Bien que positionnée dans le secteur automobile, ST Micro est à la traîne par rapport à ses concurrents américains et chinois et je pense que le fait qu'elle soit européenne n'aide pas du tout à ce niveau-là. Elle est aujourd'hui sous-évaluée par rapport à mes hypothèses. Personnellement, mon prix d'entrée pourrait être autour des 35 €, donc aujourd'hui on a une belle marge de sécurité comme on l'a dit, mais ça va être non tout de même. Je trouve que quantitativement elle est moyenne, voire même mauvaise, elle a des fondamentaux qui sont faibles, un avantage compétitif qui est faible, et elle est pour moi clairement à la ramasse par rapport à des entreprises américaines comme Texas Instruments, Analog Device ou Monolithic Power System, ou même des entreprises européennes comme NXP et Infineon. Donc pour moi ST Micro ne vaut pas le coup, c'est pas parce qu'elle est sous-évaluée que ça en fait un bon investissement. Si elle est sous-évaluée et qu'elle a un PE de 8, c'est probablement que le marché comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, puisque aujourd'hui l'entreprise quantitativement en tout cas a une croissance qui est vraiment cyclique avec beaucoup d'années dans le négatif, elle a des marges qui sont quand même assez faibles pour son secteur et globalement elle est à la traîne et elle dépend de quelques produits clés comme son STM32, son microcontrôleur, mais je ne pense pas que ST Micro ait vraiment un bel avenir. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas pour moi ça va être non, je passe à côté avec plaisir. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la société, est-ce que vous l'avez acheté ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne également IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse, à la page Instagram @iq-invest.fr et au podcast bien évidemment le CAF rentable sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.